À l'instant autour de la table, mes deux invités. Alors en présentiel, on aura un troisième par Zoom qui va nous rejoindre sans doute dans un court instant. Ce troisième débat, il a un thème: rôle des collectivités, accessibilité, réponse aux besoins, avec une question: quel avenir pour le service public de l'énergie? J'ai à ma droite Guillaume Garot. Bonjour. Bonjour. Guillaume Garot, je vous laisse vous présenter rapidement. Bon, vous êtes député de la Mayenne, candidat PS au régional, Pays de la Loire. Pas que PS, mais EPS, il y a aussi, je parle sous votre contrôle, il y a l'EPC également avec vous. Ouais, oui. Le nom de votre liste, très rapidement? Le printemps Le des printemps. Pays de la Loire. Le printemps des Pays de la Loire. Et je précise aussi, parce que c'est important, vous êtes vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, c'est bien cela, à l'Assemblée nationale? L'affiché au point. L'affiché au point, j'ai bien révisé. Parfait. Je vous remercie en tout cas, Guillaume Garot, d'être avec nous. Face à vous et avec nous, Sébastien Ménesplier, bonjour. Bonjour, Je vous laisse vous présenter rapidement à nos auditeurs. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Fédération Mine Énergie CGT. Merci. En ligne également avec nous, le temps que je retrouve ma petite fiche, car oui, vous savez, on enchaîne ici, c'est du direct. Donc voilà, on a un représentant de la FNCCR également avec nous, Charles-Antoine Gauthier. Bonjour à vous. Je le disais en guise de préambule, vous êtes avec nous à distance et vous êtes directeur adjoint pour l'énergie et les autres infrastructures en réseau, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR. Merci à vous trois d'être présents. Alors, rôle des collectivités, accessibilité, réponse aux besoins, quel avenir pour le service public de l'énergie? Alors, ce troisième débat vise sans doute à ouvrir un peu le champ des perspectives, parce que depuis 10 heures ce matin, on a eu le temps de présenter le territoire, de présenter évidemment l'histoire de la centrale, la genèse du projet Ecocombust, évidemment cette possibilité de concilier développement économique et transition écologique. On a tendance parfois, on a entendu certains hommes et femmes politiques opposer ces deux choses, alors qu'évidemment on peut tout à fait les concilier. Aujourd'hui, moi ce que je voudrais avec vous trois, c'est plus se tourner vers l'avenir et poser une question très simple: comment on fait aujourd'hui pour préserver un service public de l'énergie? Voilà. Pour contextualiser un petit peu, vous avez 4 heures comme on dirait. Voilà. C'est un vaste débat. On pourra déborder un peu si c'est nécessaire, mais pour contextualiser un petit peu, et après je vous donne la parole, je serai pas plus long, pour nos auditeurs, vous savez qu'il y a un projet de restructuration qui est dans les tuyaux, ça s'appelle le projet Hercule. Projet qui vise à scinder en 3 entités le groupe EDF. Je parle sous votre contrôle, Sébastien Ménesplier. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour l'instant, très bien. Je vous laisse peut-être nous en dire plus. Le projet Hercule, c'est quoi? Donc on scinde EDF en 3 parties, c'est ça? En 3 sociétés, c'est l'objectif qui est souhaité par cette réforme. Donc il y aurait, semble-t-il, d'après Bruno Le Maire, la nécessité de recapitaliser la société Maison Mère, qui est aujourd'hui en fait EDF Société Anonyme, et qui serait donc détenue par l'État demain 100% public. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui racheter les actions détenues par les minoritaires, c'est parce que l'État ne détient que 83% d'EDF Société Anonyme. Mais donc cette volonté de désintégrer EDF en 3 sociétés, pour nous, c'est mettre en concurrence 3 sociétés demain. D'un côté, une société maison mère qui va avoir sa filière énergétique du nucléaire, donc la production d'électricité à base du nucléaire. De l'autre, une société dite de quasi-régie qui va exploiter les barrages hydroélectriques et donc qui va produire l'électricité à base d'hydroélectricité, ce qui veut dire qu'il y aura une concurrence forcément entre un nucléaire qui va être vendu à un tarif régulé et une hydroélectricité qui va être vendue au tarif du marché, et bien entendu la troisième société qui va regrouper les réseaux, dont les énergies renouvelables. Alors les réseaux Enedis, la filiale aujourd'hui d'EDF, et les énergies renouvelables. Donc ça veut dire 3 sociétés distinctes qui vont gérer ses propres intérêts. On ne voit pas, nous, aujourd'hui, les raisons fondamentales de cette réforme, bien au contraire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y est opposé et qu'on lutte dans la période. Merci Sébastien Ménesplier. Avant de vous donner la parole, Monsieur Garot, je vais donner la parole à Charles-Antoine Gauthier de la FNCCR, afin qu'il nous explique un petit peu en quoi consiste le rôle de la FNCCR à nos auditrices et nos auditeurs. Charles-Antoine Gauthier, la FNCCR, c'est quoi concrètement? Oui, merci. Donc la FNCCR est une association d'élus
donc uniquement de collectivités publiques qui gèrent l'ensemble des services publics en réseau. Alors notre cœur de métier, c'est l'énergie, donc les réseaux publics d'électricité en priorité, mais aussi de gaz, des réseaux de chaleur et de froid, l'éclairage public et depuis quelque temps toutes les installations de mobilité propre, donc les bornes de recharge. Mais aussi notre cœur de métier s'est inscrit dans l'eau et l'assainissement, donc les services publics d'eau et l'assainissement, et également le numérique. Donc nous sommes une vieille association de loi 1901 qui a été créée en 1934, donc une sorte de vieille dame si vous voulez, mais qui s'inscrit dans le progrès et l'innovation. Et nos principes fondamentaux restent la solidarité territoriale, l'intérêt général est donc vers l'usager et pas le client. On insiste beaucoup sur cette notion d'usager et qui est sous-tendue par une organisation de péréquation tarifaire qui veut dire qu'on paye le même prix de l'électricité, si vous voulez, où qu'on soit en France métropolitaine. Et si je raccroche... Un dernier point fondamental, c'est que les collectivités sont propriétaires des réseaux. Et en ce sens, le projet Hercule que vous mentionnez tout à l'heure est fondamental pour nos élus dans le cadre de notre structure FNCCR. Merci Charles-Antoine Gauthier. Deux choses, vous parlez d'une vieille dame, mais ma foi j'ai l'impression que cette vieille dame est indispensable pour maintenir un service public de l'énergie. Ça c'est le premier point, on aura l'occasion sans doute d'y revenir. La deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, vous parlez de la péréquation tarifaire. Alors ça peut paraître peut-être un peu technique pour nos auditeurs, mais en soi c'est relativement simple. Le projet Hercule mettrait fin à la péréquation tarifaire si je vous suis un peu, Sébastien Mellesplier. Alors, à l'instant T de la réforme, non, mais à court terme, oui. Ok, donc ça poserait un problème, on est d'accord, d'accroissement des inégalités territoriales. Ah, bien entendu, bien entendu. Guillaume Garot, je vous donne la parole quand même. Dites-nous un peu, peut-être des réactions à ce qu'on vient d'entendre, ou voilà, comment maintenir un service public de l'énergie si on raccroche les wagons avec le projet Ecocombust. En quoi ce projet permet-il en soi de maintenir peut-être un service public de l'énergie ? D'abord, peut-être qu'il faut redire ce que sont nos convictions. On a besoin, en France, d'un grand service public de l'énergie. Et ce grand service public de l'énergie, qui a 75 ans, tout à fait. On était ensemble à souffler les bougies, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps le 11 à mai. Nantes. Voilà, exactement. On peut peut-être rappeler, juste d'un point de vue historique, le nom du ministre communiste. Oui, Marcel Paul. Marcel Paul, absolument, qui avait créé EDF. Et aujourd'hui, on voudrait faire passer pour ringards ceux qui s'opposeraient à cette réforme qui s'appelle Hercule. Ben non, c'est moderne de défendre le service public. Parce que dans le contexte de crise où nous sommes, on aura besoin demain de services publics très présents sur l'ensemble des territoires, parce que c'est l'ensemble des territoires qu'il va falloir soutenir pour leur développement. Et si on commence par casser les services publics, si on démantèle EDF comme c'est le projet aujourd'hui, comment voulez-vous demain qu'on puisse mobiliser, comment on puisse demain soutenir le développement des territoires et en même temps que le développement des territoires, l'égalité entre les citoyens. Parce que le fondamental dans le service public, c'est la défense de l'égalité, c'est l'accès de tous à l'électricité. Et ce qu'il faut demain, c'est qu'on donne les moyens à EDF de continuer à investir, de continuer à être performant comme EDF sait le faire. Et on est ici avec un projet qui est quand même complètement innovant, qui est unique en France, sans doute dans le monde aussi, au moment où nous parlons. Alors, il faut continuer à le soutenir, ce projet Ecocombust. Pourquoi ? Parce que la question de la transition énergétique, elle est posée à tout le monde. Et si la France peut avoir un temps d'avance là-dessus, bien sûr qu'il faut s'en réjouir. Si demain, on est capable d'exporter aussi un savoir-faire, montrer qu'on est toujours dans cette souveraineté finalement et dans ce rayonnement qui a fait quand même la grandeur du service public à la française, il faut continuer là-dessus. Et ce qui se fait, ce qui se joue ici à Cordemais avec Ecocombust va à l'évidence dans le bon sens. Voilà, donc il faut soutenir le projet, même s'il y a encore des améliorations à donner, même s'il faudra évidemment l'évaluer en permanence, mais la direction est bonne. La direction est bonne. Donc non au projet Hercule, oui au projet Ecocombust. Merci Guillaume Garot. Je rappelle que la vedette aujourd'hui du forum, ce n'est plus ni moins
c'est ce bout de Petit pelé. pelé. En fait, voilà, exactement. Et c'est ça en fait, c'est là-dedans que réside sans doute l'avenir de la centrale et aussi un projet totalement innovant dont pourront s'inspirer les centrales, sans doute les quelques centrales restantes en France et peut-être les autres centrales. Je me tourne vers vous, Sébastien Ménesplier. Dites-nous, Sébastien, en quoi le projet Ecocombust permet-il de maintenir un service public de l'énergie ? Tout d'abord parce que Cordemais représente aujourd'hui ce qu'on appelle une centrale qui produit de l'électricité pilotable. Alors certes, l'évolution technique demain qui me permettra de produire l'électricité est proposée d'évoluer, puisque en effet on va remplacer le charbon par le bois de pellet, mais clairement aujourd'hui, pour la sûreté du réseau et l'équilibre du réseau, on a besoin d'électricité pilotable. Alors pilotable, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement que si je compare une électricité qui est produite par des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, on appelle ça l'intermittence. S'il y a du vent, ça fonctionne, s'il y a du soleil, ça fonctionne, mais dès lors qu'il n'y en a pas, on ne peut pas s'en servir. Le pilotable, à tout moment et à toute heure, c'est un outil qui peut être mis et exploité donc, sur le réseau. C'est pour ça que l'équilibre et la sûreté du réseau est nécessaire dans notre pays, comme partout d'ailleurs dans le monde, surtout quand on voit aujourd'hui l'émergence des besoins individuels ou collectifs. Donc, Cordemais et Ecocombust s'inscrivent demain dans cette révolution industrielle pour une transition énergétique. C'est un projet qui a été réfléchi et porté par les travailleurs. La CGT est fortement associée. On a d'autres projets dans les territoires ailleurs qu'en Pays de Loire, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on pointe toujours, d'ailleurs de la mauvaise des manières, les travailleurs qui sont dans des industries soi-disant qui polluent. Alors que finalement, en France, les industries, en tout cas pour le secteur énergétique, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans un pays comme la France, quand on se compare à l'Allemagne par exemple, où on nous fait beaucoup de procès d'intention vis-à-vis de notre parc nucléaire, on est quand même aujourd'hui à la pointe. Et ça, il faut le mettre en avant. Donc les travailleurs, ils ont pensé, ils ont réfléchi, aujourd'hui ils ont des projets. Et ça, c'est très positif. Pour l'avenir du service public de l'énergie demain, il y a un incontournable. C'est dressons un bilan de la déréglementation européenne, de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz. Parce que sans ce bilan, on ne pourra pas construire un service public de l'énergie pour demain. Disons que sans ce bilan, essentiel. Sans ce bilan, on ne peut pas tirer de leçons. Donc si on ne tire pas de leçons, on ne peut pas ajuster les choses pour l'avenir. Exactement. Et d'ailleurs, le projet de réforme d'EDF Hercule, qui aujourd'hui est appelé la grande EDF par Bruno Le Maire. Oui, parce que ça a changé de nom entre-temps. Oui, mais parce que c'est très simple. En fait, que de nom. C'est très simple. Il y a eu 2 écarts dans le suivi de ce dossier. Personne n'en parle, mais c'est important, je vais les mettre en avant. D'abord, la ministre Barbara Pompili a été écartée des négociations avec la Commission européenne, puisque c'est elle qui avait ce dossier entre les mains. Et enfin, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a aussi été écarté. Ça nous a valu une lettre de 4 pages au lendemain de la première réunion bilatérale avec Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire aujourd'hui qui a les commandes de cette négociation avec la Commission européenne, et c'est le président Emmanuel Macron qui décidera de la réforme ou pas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Malheureusement, cette réforme d'EDF telle qu'elle est portée aujourd'hui par le projet Hercule, parce que si le nom a disparu, le contenu reste le même, ne vient pas d'un bilan de la déréglementation. Et c'est fondamental d'en faire. Je prendrai quelques exemples par rapport aux échanges qu'on a eus jusqu'à présent. Malheureusement, la déréglementation, l'ouverture du marché, elle a conduit à l'augmentation de la précarité énergétique. 13 millions de précaires énergie en France. Augmentation des tarifs. 60% d'électricité, 80% le gaz. Et malheureusement, on parle du service public de l'énergie, la disparition de la proximité, c'est-à-dire la réponse aux besoins, et donc de services qui avant répondaient à la nécessité
porté par les usagers, exprimé par les usagers et non les clients. Je me tourne vers Charles-Antoine Gauthier qui est donc en ligne avec nous par application de visiophonie, Zoom. Charles-Antoine Gauthier, Sébastien Ménespier parlait à l'instant du fait que voilà, des acteurs incontournables, notamment sur le projet Hercule, ont été écartés des négociations. Je crois qu'en préparant le débat, vous me disiez que vous-même, la FNCCR, vous n'avez été à aucun moment consulté, ou en tout cas il y a eu une carence de consultation de cette part. J'aimerais juste vous entendre sur ce point, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. En fait, nos élus ont pris une délibération en début d'année 2021 pour déjà signifier que la crise sanitaire qu'on connaît actuellement mettait en évidence l'importance de la distribution d'électricité en France comme un produit de première nécessité et donc du coup des enjeux de résilience et de cohésion territoriale qui sont importants. Le deuxième point qui a été mis en avant, c'est que depuis notre congrès triennal de Nice en 2019, on avait demandé à être concerté sur le sujet pour pouvoir avoir au moins un débat et un consensus. Et là, pour l'instant, il y a une absence totale de concertation sur ce sujet-là avec notre fédération et donc un déficit total de consensus. Et pour nous, ce silence est devenu assourdissant par les pouvoirs publics et donc on voulait se réinscrire dans cette démarche-là. Alors, on souscrit à tout ce qui a été dit, notamment monsieur le député et puis la personne qui vient d'intervenir juste avant, oui. avec trois préoccupations principales qui ont été mentionnées, c'est-à-dire pour nous, il y a un intérêt sur le prix de l'électricité qui est payé par l'usager consommateur et non le client, avec le lien avec la précarité qui a été mentionnée, qui augmente de nos jours. Le deuxième point de préoccupation, c'est la qualité du service public avec la qualité des réseaux de distribution qui viennent alimenter l'usager final, et notamment avec les changements climatiques, les risques de coupure, et donc la nécessité d'accroître la résilience de ces réseaux. Et puis troisième point, c'est le développement des énergies renouvelables au plus proche des territoires et la sécurisation d'alimentation. Et je crois que la centrale de Cordemais permet justement de garantir cette sécurité d'alimentation pour les Pays de la Loire et pour la Bretagne. Et donc c'est tout à fait essentiel à nos yeux. Rappelons un fait, je vous donne la parole juste après Guillaume Garot si vous le voulez bien. On parle de la centrale de Cordemais. On est d'accord que si la centrale de Cordemais n'existait pas, les blackouts, comme on dit, seraient chose commune et chose courante ici en Loire-Atlantique et plus globalement en Pays de la Loire. On a besoin de produire de l'électricité, on a besoin de garantir cette sécurité électrique, bien évidemment. Et il faut qu'on puisse continuer à le faire durablement, en diversifiant, bien sûr, les sources. Ça, nous l'avons dit, tous dit. Et c'est ça l'intérêt d'Ecocombust, c'est qu'on continue, bien sûr, de produire de l'énergie, de l'électricité. On a besoin de ça. Alors, il faut trouver le bon mix, évidemment, le bon process. Mais franchement, moi j'entends certaines critiques sur Ecocombust. Ah, c'est pas assez écolo, c'est pas assez ceci. Ok. Mais on avance, c'est quand même un sacré pas en avant. Et comme le disait Sébastien, c'est un projet qui vient des agents. C'est ça, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que c'est ça le savoir-faire d'EDF. C'est quand même, c'est le génie français aussi. Enfin, moi je veux le dire. C'est quand même les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs de l'entreprise qui ont conçu ce projet. Ça mérite d'être salué parce que voilà, on pourra pas réussir la transition énergétique si on ne mobilise pas là encore tous les talents, toutes les énergies, toutes les forces. Et là, je trouve qu'on a un exemple qui est quand même très parlant. On a beaucoup parlé avec Mathias Tavel et Violaine Lucas lors du second débat, justement, ce mouvement qui parle de la base et cette horizontalité et cette impérieuse nécessité de co-construction citoyenne autour de l'élaboration de solutions, voilà, en l'occurrence Ecocombust, qui sont des choses très concrètes en plus, rappelons-le. Je me tourne rapidement vers vous, Charles-Antoine Gauthier, parce que c'est vrai que vous êtes à distance, donc voilà, je voudrais pas qu'on vous donne l'impression de vous oublier non plus. Ecocombust, comment ce projet est-il reçu du côté de la FNCCR ? Écoutez, pour nous, on est sur une vision du mix énergétique. Donc, on est conscient que peut-être le projet n'est pas complètement parfait. En revanche, il nous semble essentiel qu'on puisse continuer d'aller dans ce sens, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur la sécurité d'alimentation. Et donc, du coup, on a intérêt quand même à avancer sur ces sujets-là, en plus portés par les salariés de l'entreprise. Et donc, on pense qu'on n'est pas très loin du geste
Et donc, dans l'acceptabilité de ce projet-là et la soutenance du réseau public d'électricité, il y a quand même à regarder les choses de plus près, de ce point de vue-là. Et en plus, on sait que la péninsule bretonne, d'un point de vue électrique, est quand même contrainte. Et ça permettrait quand même de permettre une alimentation plus sécurisée sur l'ensemble de cette partie du territoire. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve... Merci Charles-Antoine Gauthier de la FNCCR. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des scénarios un peu à l'américaine. Vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé dans certaines régions des États-Unis en février dernier. Bon, voilà, c'est des situations extrêmes, si j'ose dire. Mais ça serait possible, ça serait une éventualité, ça, Sébastien Lespilier, en France? Oui. Mais on y arrive, très franchement. Dans la politique énergétique qui est menée, il ne faut surtout pas penser que ce qui se passe ailleurs n'arrivera jamais chez nous. D'abord parce que ce qui se passe aux États-Unis et particulièrement au Texas est arrivé dans d'autres pays. C'est le fruit de la libéralisation du secteur énergétique. Et malheureusement, dès lors qu'un bien de première nécessité comme l'énergie est soumis au marché, ces conditions-là, forcément, elles arrivent très tôt. Pourquoi ? Parce que dans une concurrence déloyale et non faussée, on cherche avant tout à faire des profits. Et quand on cherche à faire des profits, on ferme les yeux sur tout ce qui se passe à côté, c'est-à-dire les infrastructures, leur état, le fonctionnement, et puis la nécessité d'investissement. Puisque finalement, la première nécessité pour ceux qui aujourd'hui veulent faire de l'argent, c'est la remontée des dividendes aux actionnaires. Et malheureusement, le système français ne va pas en s'améliorant, puisque la réforme Hercule-EDF, c'est exactement vers ça qu'elle veut tendre. Je prends un exemple. La FNCCR, d'ailleurs, qui soutient la lutte des travailleurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au travers la réforme d'EDF, on a interpellé, nous, en intersyndical, de nombreuses associations, comme la FNCCR, en début d'année, pour les alerter sur la situation. Mais, par exemple, dans cette réforme, il y a quelque chose pour nous qui est fondamental et qui est incompréhensible en même temps, c'est le réseau de distribution d'électricité, détenu aujourd'hui et exploité par la filiale Enedis, qui gère donc l'ensemble, pour les collectivités, l'ensemble des réseaux. On va ouvrir le capital de cette filiale demain, à hauteur de 30%. Et il nous est dit que ça sera ouvert à des capitaux privés. C'est-à-dire que, comparé à des filiales d'EDF aujourd'hui, comme le réseau de transport d'électricité, dont son capital a été ouvert, à des capitaux publics, là non, on nous dit c'est concrètement des actionnaires privés. Et alors, en plus, ça va plus loin, parce que la seule stratégie qu'il y a finalement dans l'ouverture du capital d'Enedis, c'est permettre à EDF d'avoir les moyens demain de pouvoir investir dans les énergies renouvelables à l'étranger. Où est la cohérence de service public là-dedans ? Puis alors, ce que je disais tout à l'heure qui est pour nous invraisemblable, c'est que les réseaux appartiennent aux collectivités et que jamais on a mis autour de la table les collectivités et les associations qui les représentent. C'est ce que disait M. Gauthier, oui. Pour discuter de cette volonté, de l'avenir de la filiale de réseau de distribution d'électricité dans EDF et dans le service public de l'énergie. Comment c'est possible ça, monsieur Garot ? Comment c'est possible qu'il y ait, à l'heure où on a quand même un gouvernement qui fait de la concertation quand même un mot d'ordre de sa politique, comment c'est possible que des collectivités et que des associations comme la FNCCR n'aient pas été consultées sur par exemple le projet Hercule ? Alors, on vient quand même de passer une année qui n'était pas facile. Ça c'est sûr, la crise sanitaire a beaucoup Non mais joué. c'est vrai, il faut aussi, moi je veux bien entendre ça, parce que c'est ce que nous dit le gouvernement. Donc c'est vrai que ça a mobilisé aussi le gouvernement, l'administration sur la réponse à l'urgence. Donc ça je peux le comprendre. Mais enfin, s'agissant du projet Hercule, ça date pas d'hier matin, hein. Ça vient d'un petit peu plus loin, et c'est bien le problème qu'on pose tous. Et je vais vous dire, à l'Assemblée nationale, nous sommes unanimement, en tout cas à gauche, levés contre ce projet en disant c'est pas possible qu'on soit sur de tels objectifs et surtout une telle méthode. Parce que l'absence de concertation qui a été pointée et rappelée par Sébastien, on le vit aussi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on voit que les choses avancent, mais on a du mal à avoir des informations précises. On les apprend par la presse, par une interview, par une déclaration.
c'est pas suffisant. Donc par voie parlementaire, c'est pas aussi fluide. Alors, on peut toujours convoquer un ministre. C'est le pouvoir des parlementaires. Et nous le faisons. On ne se prive pas de le faire. Mais après, encore faut-il qu'on puisse avoir des informations un petit peu précises. Bon, et c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette mobilisation qu'on voit sur le terrain quand même contre le projet, elle soit continue. C'est très important. Parce que moi, je souhaite que, évidemment, le gouvernement renonce à ce projet et qu'on engage une vraie concertation avec l'ensemble des forces en présence et avec tous ceux qui ont à dire quelque chose sur l'avenir du service public de l'énergie. Ça veut dire les Français, ça veut dire les citoyens. Et on ne peut pas concevoir aujourd'hui faire une telle réforme en catimini, dans le secret d'un bureau, dans un ministère. C'est plus possible ça, c'est juste plus possible. Mais je voudrais dire aussi que, plus largement, si vous me permettez, Allez-y, je vous en prie. il y a ce qui se passe sur l'énergie. Enfin, Juste défense, parlez bien dans le micro pour nos auditeurs. la défense du service public, vous savez, à l'échelle d'une région comme la nôtre, on est dans le pays de la Loire, elle doit se faire aussi sur le ferroviaire. Moi, je veux défendre aussi cette priorité au service public dans notre région. Ça veut dire que, vous savez, il y a des projets de mise en concurrence Bien sûr. des TER. Hein, on est à peu près sur la même logique. On peut dire, oui. Bon, voilà. Bien, moi, je fais partie des députés qui ont refusé cette mise en concurrence dans le cadre de la loi Pacte ferroviaire. Et si demain je suis élu président de la région, eh bien moi je stopperai immédiatement le processus de mise en concurrence de nos TER pour les mêmes raisons. Ça veut dire comment on garantit l'équité, l'égalité entre les territoires et entre les citoyens, tout simplement. Permettez-moi juste une remarque et je vous donne la parole, Sébastien Ménesplier. C'est vrai qu'en plus on a quand même vécu une crise sanitaire qui a mis au goût du jour l'importance d'avoir des services publics puissants et qui a surtout mis au goût du jour finalement le délitement d'un service public qui est celui de la santé, très clairement, et voilà, qui a subi aussi des politiques sans doute, alors peut-être pas comparables à celles du ferroviaire ou encore de l'énergie, mais quand même qui ressemblent pas mal. Sébastien Ménesplier, je vous laisse la parole, vous vouliez dire quelque chose dans le prolongement de ce que dit Monsieur Garot. Oui, parce que je trouvais l'exemple très intéressant et d'ailleurs j'en profite pour préciser que le 22 juin prochain, on organise une manifestation nationale à Paris. D'ailleurs, on invite l'ensemble des députés et sénateurs qui nous soutiennent actuellement à venir participer à cette manifestation pour l'avenir du service public de l'énergie et contre les réformes comme Hercule dans le secteur aujourd'hui qui, pour nous, sont considérées comme néfastes et pas du tout constructives. Mais l'exemple de la SNCF m'emmène à vous dire que justement lors de cette manifestation, nous aurons 2 à 3 000 cheminots qui seront présents parce qu'on a un lien. On a un lien commun. La SNCF elle a besoin d'électricité pour faire fonctionner ses trains. Et oui. Dans cette concurrence déloyale et non faussée, avec un projet Hercule où les tarifs vont augmenter. Les tarifs vont augmenter, mais d'ailleurs, le ministre Bruno Le Maire me l'a dit, yeux dans les yeux. Il m'a dit, avec cette réforme, on a tout à perdre dans le débat politique, mais avec les usagers parce que les tarifs vont augmenter. Alors écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais quand même, ça m'inquiète énormément. Et je me dis, des industriels dans le service public aujourd'hui, comme la SNCF, qui a besoin d'électricité pour faire fonctionner ses trains, dans cette concurrence déloyale et non faussée, demain, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va continuer finalement à acheter son électricité à EDF étant le service public ou finalement à des concurrents? Eh bien, mes camarades cheminots aujourd'hui pointent malgré tout que la SNCF a vu dans ses charges des augmentations de tarifs d'électricité, mais comme l'usager lambda, ce qui est, on va dire, un tant soit peu normal si derrière l'argent était utilisé à bon escient. Mais là où c'est pas normal, c'est que réellement et concrètement, finalement, il y a eu une explosion des tarifs et on n'a pas amélioré le service public. Et il n'y a aucune condition demain qui permet à la SNCF d'assurer finalement une amélioration de ses besoins pour faire fonctionner l'ensemble de ses trains sur le réseau ferré de France. Et donc, il y a potentiellement, mes camarades cheminots me le disent, la SNCF s'interroge si demain, elle ne va pas tout ou partie aller acheter l'électricité à un concurrent. Donc c'est grave quand même ce qui nous arrive. Bien sûr. Je me tourne vers vous, Charles-Antoine Gauthier, parce que je regarde l'heure et il est déjà 11h32. On va déborder un peu. Mais je vous pose sans doute une dernière question et après on se dirigera vers la conclusion.
Qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui en tant qu'acteur associatif, en même temps un maillon indispensable de la chaîne, notamment dans les propriétés, les collectivités, les régies. Qu'attendez-vous concrètement de la part du gouvernement et qu'attendez-vous sur le champ de l'énergie ? On a une demande forte de nos élus de revenir à une gouvernance publique locale en tant que propriétaire de ces ouvrages de réseau de distribution. Et donc, dans ce cadre de l'ouverture du capital, notamment d'Enedis, qui a été évoqué tout à l'heure, ça nous pose question sur la partie de l'actionnariat privé qui pourrait remettre en cause le monopole légal d'EDF et d'Enedis sur les territoires. Et l'autre point sous-jacent, c'est l'évocation de la péréquation tarifaire qui pourrait éventuellement voler en éclats et de ce fait-là avoir des prix de l'électricité qui soient potentiellement plus importants. Et nous, c'est ce grand équilibre-là qui nous est vraiment au cœur de notre préoccupation, puisqu'on vise non seulement le service public de qualité, mais aussi l'accès à tous, comme ça a été dit en préambule, à l'électricité à un prix quand même attractif. Et dans ce sens-là, on est très attentif à ce qui va se passer. Et on le vit au jour d'aujourd'hui à travers des nouveaux contrats de concession qu'on est en train de renouveler avec Enedis et EDF, dans lequel justement cette gouvernance est renforcée côté des élus. Et donc on y tient absolument puisqu'on donne une vision prospective sur les investissements et sur cette qualité et sécurité d'alimentation. Donc ça serait remettre en cause tout le travail qu'on a fait depuis des années. Le message est passé, Charles-Antoine Gauthier. Merci. Peut-être une dernière question pour conclure. Je me tourne d'abord vers vous, monsieur Garot. Quel avenir concrètement pour le service public de l'énergie ? Quel doit être son avenir ? C'est un choix politique. C'est un choix politique qu'il faut faire nationalement, qu'il faut aussi faire dans une dimension européenne. C'est très important d'avoir toujours ça en tête. Et donc, s'il y a des combats qu'il faut continuer à mener au sein de l'Union européenne, moi je suis très attaché à l'Europe, mais il y a des débats politiques. Et donc, il faut que ceux qui croient en le service public puissent construire des alliances pour le défendre au plan européen. C'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas la même conception du service public d'un pays à l'autre. Hein, c'est pas exactement. C'est la fameuse phrase de Jean Gabin dans Le Président. On parle forcément pas de la même Europe. Il y a plusieurs conceptions de la chose. Donc il faut construire ce service public européen ou cette idée du service public européen. Et ensuite, surtout, il faut que les États qui restent souverains puissent garantir ce service public. Et la bataille, donc, elle est à mener à l'Assemblée nationale, c'est ce que je fais moi avec mes collègues, au Sénat, ça va de soi, mais aussi sur les territoires. Et c'est très bien que les élus se mobilisent. C'est indispensable quand les agents et plus généralement les citoyens sur le terrain aussi font entendre leur voix. Voilà, c'est important de défendre ça aujourd'hui plus que jamais. Sébastien Ménespillier, peut-être pour conclure, quelle idée, quelle image souhaitez-vous que nos auditrices et nos auditeurs retiennent sur cette notion de service public de l'énergie ? Je pense que ce qu'on a besoin de faire pour l'avenir, c'est démocratiser le service public de l'énergie. On a besoin de donner la parole et la décision à ceux qui aujourd'hui utilisent le service public. Et moi, je pense aux usagers qui sont consommateurs, aux associations qui représentent les élus, aux élus eux-mêmes, mais aussi aux représentants des salariés. On a besoin véritablement de construire un service public de l'énergie qui s'inscrive pour l'intérêt général, parce que l'énergie, c'est notre bien commun, mais au-delà de ça, c'est aussi se dire, finalement, ce produit de première nécessité, réellement, est-ce qu'on a bien fait de le mettre au marché ? Nous, on dit non. On dit non, donc il faut le sortir et revenir à un sens commun. Et en cela, on pense d'abord que l'État se doit de se réapproprier son secteur énergétique, sa souveraineté énergétique, en nationalisant l'électricité et le gaz et globalement l'énergie. Ça, pour nous, c'est, on va dire, indissociable. Et 1946 nous a démontré quand même qu'en construisant 2 établissements publics à caractère industriel et commercial, qu'étaient EDF, GDF. Ces 2 grandes entreprises, ces fleurons industriels, qui ont fait le bien de la France, démontrent ô combien, depuis qu'on a mis l'électricité et le gaz au marché, finalement, on a tout perdu. Donc l'État, aujourd'hui,
doit construire une véritable politique énergétique ambitieuse, partant d'un bilan de la déréglementation tel que je l'ai dit, mais ça veut dire reprendre une souveraineté. À partir de là, on pourra en effet travailler la question des tarifs, la péréquation tarifaire, la question de l'aide et finalement de la solidarité, mais aussi de l'investissement pour développer de nouvelles infrastructures. Et là, je terminerai sur forcément le projet Ecocombust Cordemais. C'est l'exemple même de ce qu'on a besoin pour l'avenir, c'est-à-dire des travailleurs qui, de par leur expérience, leurs compétences à tous les niveaux, réfléchissent et mettent sur la table des projets pour donner un avenir aux sites industriels, mais aussi aux emplois, à un bassin d'emploi. Parce que finalement, on oublie qu'ici à Cordemais, il n'y a pas que les agents de la centrale. On en a parlé. Il y a tous les emplois induits, les dockers, les portuaires. Donc véritablement, voilà, ce qu'on a besoin pour l'avenir du service public d'énergie, c'est donner du sens à l'intérêt général pour notre bien commun. Donner du sens à l'intérêt général, je pense que c'est un joli mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin pour ponctuer ces 3 débats, car oui, ça fait déjà un peu plus d'1h30 qu'on est là en train de débattre et il fait très chaud, je vous le dis, je vous le répète, sous cet espace, mais on est très content puisqu'on a le soleil avec nous. Guillaume Garot, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes député PS de la Mayenne, également candidat au régional Pays de la Loire. Peut-être c'est l'occasion de rappeler le nom de votre liste. Le Printemps des Pays de la Loire, avec 11 formations politiques de la gauche et de l'écologie qui se sont rassemblées autour d'un projet cohérent de transformation sociale et écologique de notre région, en répondant d'abord à l'urgence et à la sortie de crise. Et vous êtes par ailleurs vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Merci à vous d'avoir été présent. Je me tourne vers vous puisque vous étiez à distance, monsieur Gauthier. Je reprends très rapidement ma petite fiche. Désolé, oui, c'est du direct. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes représentant directeur adjoint de la FNCCR. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir porté cette voix qui est très importante et qui est malheureusement que très peu consultée si on vous écoute, en tout cas dans les grands projets touchant à l'énergie publique. Sébastien Ménesplier, merci. Je rappelle votre titre, peut-être je vous laisse le dire. Secrétaire général de la Fédération Ménénergie CGT. Merci à vous 3, merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis pendant 1h30 à Cordemais, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Nantes. Je rappelle que le débat se poursuit, les échanges d'idées se poursuivent, ici même sur la grande scène avec l'incontournable Jérôme Bonaldi qui est en train d'animer le second grand débat de ce Forum des Possibles. Forum des Possibles à suivre sur Internet, Facebook, YouTube, avec 3 hashtags Ecocombust, Forum des Possibles et FP 2021. Merci à toutes, merci à tous. C'était un réel plaisir de vous accompagner au cours de cette matinée. Les échanges se poursuivent et puis on ne manquera pas évidemment de mettre en valeur encore une fois et de continuer à parler du projet Ecocombust. Merci à vous 3, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.